Donc, bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, notre workshop est intitulé Maladies génétiques, modifications épigénétiques et médecine préventive. C'est un workshop donc, dans le cadre de l'événement Green Night dans le programme H2020. Les modérateurs de ce workshop sont donc de l'Association des jeunes chercheurs, de la Cité des sciences et des enseignants-chercheurs de l'Institut supérieur de biotechnologie de Sidi Thebt. Donc je commence par me présenter, Dr Hedia Jmaï, enseignant-chercheur à l'ISBST. Je vais présenter donc une partie qui s'intéresse à l'interaction entre les aliments et l'ADN. Par la suite, je vais céder la parole à mes collègues, donc Madame Semia Beltaïf de la Cité des sciences, Mademoiselle Nedia Khriji, donc de l'Association des jeunes chercheurs, Mademoiselle Ouided Boukhalfa, aussi donc de la même association, et Mademoiselle Nouha Jandoubi, donc pour animer toutes les parties de ce workshop. Voilà, et je cède la parole à Mademoiselle Nedia Khriji. Voilà, donc je vais commencer ma partie intitulée Interaction aliments et ADN. La relation entre notre alimentation, le quotidien et notre bagage génétique est établie selon deux voies. La première voie, la nutri-génétique, c'est-à-dire notre bagage génétique qui va influencer comment notre organisme répond à l'alimentation. Et l'autre relation, c'est le contraire, donc c'est la nutri-génomique, comment ce qu'on mange au quotidien affecte et peut même manipuler l'expression de nos gènes. Voilà, donc cette relation d'interaction entre gènes et alimentation est largement confirmée dans la littérature scientifique, et je vais prendre l'exemple du syndrome métabolique. Il s'agit d'une prédisposition qui favorise donc la survenue de l'obésité et du diabète, qui est expliquée par donc, une interaction entre le génotype, l'épigénétique et la résultante qui est le phénotype. Donc, dans cette diapo, on explique le mécanisme, donc comment l'expression génétique est altérée par le micro-environnement, et on prend l'exemple du régime intra-utérin. Donc, les tissus de l'embryon sont affectés par les habitudes alimentaires de la mère. Elles peuvent s'exprimer par des modifications cérébrales, diminution de la résistance aux aliments, une hypertrophie des adipocytes et donc une prédisposition à être chargée de lipides et d'acides gras, et altération de fonctionnement d'organes impliqués donc, dans l'homéostasie des glucides, et par la suite nous aurons un phénotype qui est le syndrome métabolique, donc l'obésité et le diabète. Donc c'est la confirmation. Néanmoins, il ne faut pas quand même donc, mettre tout le poids sur la génétique. Cette prédisposition génétique, elle est là, d'accord, mais elle n'est pas nécessairement une fatalité. Nous pouvons manipuler les gènes et notre bagage et notre prédisposition par l'environnement que nous créons, et par exemple par la nutri-génomique. Comment confirmer que nous pouvons manipuler nos gènes et que ce bagage qu'on a dans nos cellules n'est pas définitif? Une expérience entre deux jumeaux, des jumeaux donc monozygotes, ils ont le même matériel génétique. À 3 ans, à l'âge de 3 ans, les différences, comme expliqué dans l'histogramme, elles sont minimes. Par contre, à l'âge de 50 ans, avec ce même matériel génétique, les différences sont donc significatives. Et ça explique donc l'effet de notre alimentation, de l'environnement que nous créons à nos cellules dans la manipulation des gènes. Donc, pour avoir une bonne santé, il faut assurer cet équilibre entre la nutri-génomique et la nutri-génétique, c'est-à-dire cette relation de va-et-vient entre notre assiette et notre ADN. Voilà, nous sommes les maîtres de nos gènes et on peut donc manipuler les gènes par l'alimentation.
Voilà, donc des chercheurs ont montré que, au fait, les aliments peuvent communiquer avec l'ADN. Les hypothèses de la génomique nutritionnelle, donc cette relation interactive entre gènes et aliments, je vais essayer de donner quelques exemples donc, de cette interaction entre alimentation et gènes. Voilà, les aliments peuvent toucher et manipuler directement l'ADN par modification au niveau des histones, des méthylations de l'ADN, et donc ils vont donner à la fin un phénotype différent du code donc hérité dans nos cellules. Donc une bonne santé, ce n'est pas du hasard. On peut tout manipuler. La diète est en relation directe avec l'évolution humaine sur tous les plans. Et je vais donc donner l'exemple de différentes classes alimentaires. Voilà, la diète est en relation directe avec l'expression des gènes. La vitamine D, le fer, le sélénium manipulent directement l'ARN et donc le phénotype. Les nutriments sont impliqués aussi dans la régulation des gènes. Ils peuvent activer des gènes suppresseurs de tumeurs par exemple, ou bien ils peuvent les stopper. Les protéines, les glucides et les lipides donc affectent l'ADN ou parlent à l'ADN dans différents sites. Par exemple, les protéines sont impliquées dans la régulation de plus de 150 gènes. Et donc, elles manipulent tout le métabolisme du cholestérol, HDL et LDL. Les protéines aussi, donc, ça manipule les gènes ou bien vers le sens d'une perturbation hormonale, du diabète ou le contraire. Introduction à la génétique. Donc cet exposé va donc présenter grosso modo donc les notions de base de la génétique. Notre corps humain il est composé par des systèmes comme le système squelettique, le système digestif, le système respiratoire, et chacun de ces systèmes-là sont composés par des organes. Ces organes-là, si on les détaille sous le microscope, ce qu'on va voir qu'ils sont composés par des cellules. Donc les cellules, c'est quoi? Donc les cellules, c'est l'unité de base de chaque organe. Le facteur commun entre l'ensemble des cellules des organes, et c'est le noyau. C'est pourquoi on appartient donc à des cellules, ce qu'on appelle des cellules au monde des eucaryotes. Le noyau, donc, comme vous voyez, c'est configuré comme des points noirs. Si on éclate une cellule, on va trouver donc des chromosomes. Les chromosomes donc, sont des forme de X ou en forme de Y. Le déroulement de ces chromosomes-là, il se trouve qu'ils sont composés par des filaments entourés autour donc, des protéines qui s'appellent des histones. Chromosomes ou les filaments qui s'appellent de l'ADN sont deux formes de ce qu'on appelle, où ils supportent donc l'information génétique. Leur configuration dépend de la position ou de la vie de la cellule. Elles sont en phase de chromatine quand c'est en phase de repos, c'est-à-dire en d'autres termes, elles sont en train d'actionner pour produire donc des protéines, ou où ils sont individualisés lors de la mitose ou lors donc des divisions cellulaires. Les acides nucléiques d'une cellule sont les ADN et les ARN. Les ADN peuvent être nucléaires donc au niveau du noyau ou au niveau de la mitochondrie organique qui se trouve dans le cytoplasme de la cellule. Ça sert à quoi les ADN? Elles sont les supports donc, de l'information génétique, donc elles comportent les plans de construction d'un individu. Elles comportent aussi l'ensemble des instructions de fonctionnement des cellules et de l'individu, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est la production des protéines. L'ADN mitochondrial, lui, c'est un organite qui comporte un ADN qui code pour 13 protéines, 2 ARN ribosomales, 22 ARN de transfert. Toutes ces protéines-là servent donc à la synthèse de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Les ARN, eux, sont des acides ribonucléiques. Ce sont les ARN messagers, les ARN de transfert et les ARN ribosomaux. Les ARN, leur rôle, donc, ils sont aussi support de l'information génétique puisque ce sont des messagers, sont les précurseurs donc, des protéines. Ils jouent un rôle structural au niveau de l'ARN ribosomal
et de transfert et d'autres petites ARN. Quelles sont les caractéristiques de ces acides nucléiques? Caractéristiques donc et composition chimique des acides nucléiques. En fait, pour les ADN, on va parler de l'ADN. Chaque ADN est composé d'une base, d'un sucre et d'un groupement phosphate. Les bases sont divisées donc, selon leur composition chimique en des bases puriques et des bases pyrimidiques. Les sucres sont des sucres en C5, en 5 carbone, comme on le voit ici, sont avec, comme on voit, donc la numérotation de ces carbones-là sont faites par convention. On les numérote à droite donc, de l'oxygène. On trouvera donc 1', 2', 3', 4' et 5'. Un des hexariboses au niveau de l'ADN, c'est qu'on a enlevé un oxygène au niveau de 2' OH. La jonction entre ces différents sucres formant donc la nucléotide. Les pentoses sont les sucres en C5. Par convention, la numérotation de ces sucres-là, ça commence à droite de l'oxygène. Commence 1', donc on a à droite 1', 2', 3', 4' et 5'. Un des hexariboses, c'est quoi? Donc c'est là où on a enlevé donc l'oxygène du groupement OH du carbone 2'. La jonction entre les bases entre les nucléotides qui est composé par les groupements phosphate, le sucre et les bases, ça donne une affiliation d'un brin d'ADN. L'orientation, ça sera donc de 5' phosphate jusqu'à 3' OH pour des raisons suivantes, parce que donc, les jonctions au niveau donc, du 5' phosphate, donc on a le 5', le carbone 5', on a la jonction où il s'attache au groupement phosphate. Au niveau de 3', c'est la jonction donc de l'autre nucléotide au niveau donc, de OH. Et c'est ça ce qui fait l'orientation 5' phosphate jusqu'à 3' OH. Comme nous voyons ici, donc la configuration de l'ADN, elle est en double hélice, elle se présente comme une double hélice par raison de la complémentarité des bases. Cette complémentarité se fait donc au moyennant donc les liaisons hydrogènes entre les bases. Donc, autre propriété chimique de la molécule d'ADN, c'est la solubilité. Donc, il est soluble et surtout il précipite donc, au niveau donc, de l'éthanol d'une forte concentration saline. Donc, cette propriété permet donc sa purification. L'ADN aussi, il absorbe donc les nucléotides absorbent dans les UV. La dénaturation thermique, cette dénaturation, elle est utile pour l'étude donc, de la molécule d'ADN. En fait, donc, la dénaturation thermique correspond au fait que les deux brins de l'hélice se dissocient par l'action de la chaleur. L'ARN, notre acide nucléique, donc il y a des petites différences mais qui sont primordiales. On conserve toujours donc, la structure phosphate, sucre et base, avec la différence que la base, au lieu qu'elle soit de la thymine, elle sera donc de l'uracile. Autre propriété de l'ARN, c'est un messager, donc il a une durée de vie qui est très courte, parce qu'il va appliquer un message pour la production par exemple des protéines ou l'application, la composition, s'introduit dans la composition d'un organe et puis donc il se dissocie suite à l'information qui a été exécutée. Comme vous voyez dans ce tableau-là, donc les différences entre l'ADN et l'ARN. Donc la structure au niveau de l'ADN, il est bicaténaire, hélicoïdal. L'ARN, il est monocaténaire. La constitution au niveau des nucléotides, donc la base, qui est la charpente, en H3PO4, sucre et base azotée, donc sont les mêmes. La différence, c'est quoi? Au niveau des sucres, nous avons un désoxyribose pour l'ADN, un ribose, donc un C5 qui est complet avec l'OH au niveau donc, de 3', et la thymine qui est remplacée par l'uracile. La taille de l'ADN, donc, il est de quelques milliards donc, de bases azotées. Pour l'ARN, c'est un messager, donc, et que ça concerne quelques milliers donc, de nucléotides. La durée de vie pour l'ADN, donc c'est une longue vie pour l'ADN, et pour l'ARN, il est limité dans le temps. Quelle est la relation entre l'ADN et l'ARN messager? Donc l'ADN, ce qui est le support de l'information génétique, il est toujours conservé dans le noyau.
À partir du moment où il y a un messager, un message pour la production d'une protéine comme l'insuline par exemple, donc une partie où le gène qui est composé, qui est responsable donc de cette protéine-là sera transcrite en ARN messager qui sort du noyau et sera traduit en protéine concernée. Donc la traduction, elle se fait dans le cytoplasme. Le génome humain, il est composé de 3 milliards de paires de bases azotées. Ces 3 milliards donc, de paires de bases azotées forment le 25 000 gènes. Et encore, entre ces 25 000 gènes, il y a des zones inactives. Ce sont les zones ou les zones d'intergènes. Des modifications spontanées ou provoquées peuvent affecter ce génome. Ce sont les mutations. Un gène, il est formé par des exons et des introns. En fait, les exons sont les parties actives du gène. Au cours de la transcription, seuls les exons qui seront donc traduits en protéines. Comment ça se présente un gène? En fait, par le moyen d'un séquenceur, un gène se présente comme une association de ces bases-là. Comme vous voyez ici, un exemple d'une séquence d'un gène. Donc, comme vous voyez, c'est la succession de A, T, C, G, etc., etc. Les mutations. Les mutations, donc, c'est une altération de l'information génétique. En fait, on peut trouver, donc c'est une modification héritable de la séquence du génome d'un organisme. Ces événements modifient la séquence d'ADN et ainsi le phénotype de l'individu, caractère observable de l'individu. Elles peuvent être transmises à la descendance au niveau des cellules germinales, mais si les mutations affectent les cellules somatiques, ça va entraîner des modifications au sein même de l'individu. Le mécanisme de la mutation, en fait, par addition, par substitution, délition, cette mutation, elle peut être silencieuse s'il n'y a pas d'impact sur le produit final, l'organe, le protéine, l'enzyme, etc. Elle peut être donc active si le produit final est touché et le phénotype donc sera visible. L'organe est mal formé, une protéine est plus courte, donc n'a pas d'action. Un exemple donc de ces mutations, les SMP. Donc les SMP, c'est une modification qui est ponctuelle au niveau d'une séquence d'ADN qui peut avoir un impact comme ça ne peut pas avoir d'impact. Donc ça peut changer, en d'autres termes, ça peut changer la configuration d'une protéine comme elle ne peut avoir d'impact décelable. Un autre exemple donc de SMP là, ça c'est le goût, donc la sensation du goût amer au phénylethiocarbamide. Et il suffit donc au niveau de 147, 785 et 886, donc c'est au niveau de ces nucléotides là, il suffit d'avoir donc des changements à ces niveaux là que la personne peut goûter ou peut être fortement sensible ou ne pas être sensible au phénylethiocarbamide. Les altérations et les lésions de l'ADN, elles peuvent être endogènes, sans agents exogènes, donc des mauvaises incorporations des bases, des désaminations, des erreurs de méthylation. Elle peut être provoquée par des agents pathogènes qui peuvent être physiques, formation donc d'édimères de thymine, ou chimiques, comme des agents mutagènes qui peuvent donc provoquer des lésions qui sont indirectes ou directes sur l'ADN. Et là, on peut passer donc à ce qu'on appelle donc l'épigénétique. Après avoir découvert la partie génétique avec Madame Samia, on passe maintenant à un autre volet de la génomique qui est l'épigénétique. Alors mon génome, ton génome et son génome et après. Le génome humain a été séquencé dans le cadre d'un projet international Human Genome Project et qui a mis donc plusieurs années pour être mis en place. Il a aussi coûté donc des millions et des millions de dollars. La nouvelle est venue donc comme nous venions percer le mystère, alors que jusqu'à maintenant nous ne savons que peu de choses. Seulement 5% de notre génome humain il est connu, 95% reste encore inconnu. Cette majeure partie donc reste à dévoiler ses secrets et continue à nous mettre en surprise. Donc actuellement, on est passé de l'ère de la génomique vers un autre ère qui est l'ère de la protéomique, qui consiste à étudier l'ensemble de protéomes humains et qui nécessite certes des collaborations avec des chercheurs aussi à l'échelle internationale. Donc comme vous voyez dans le monde, cette biodiversité entre les différentes espèces est due au fait donc que chaque individu possède son génome qui lui est unique et propre.
propre. Cette empreinte génétique est due en fait que 99% de notre génome humain il est partagé entre nous tous, seulement 1% qui fait la différence et qui est à l'origine de 3 millions de différences au niveau moléculaire. Comment explique-t-on donc cette diversité qui est due seulement à 1% de différence? Comment expliquer au fait qu'à partir d'une même cellule, donc l'œuf fécondé, comment on peut assister à plusieurs types de cellules et qui possèdent tous le même génome mais qui s'expriment différemment? Là, je vous donne donc l'exemple de deux jumeaux qui sont génétiquement identiques, issus de la même cellule œuf fécondée par le même spermatozoïde. Ces deux jumeaux portent tous les deux le même gène responsable de la maladie, tandis que un exprime la maladie alors que l'autre reste sain. Donc ceci s'explique bien par l'intervention d'une composante extérieure, donc une composante environnementale, via des mécanismes épigénétiques. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de génome, mais on parle d'épigénome, responsable de plusieurs phénotypes qui s'expriment tout au long de notre vie et de notre vécu. Donc, les mécanismes épigénétiques et les modifications épigénétiques jouent un rôle très important tout au long de notre vie, surtout au cours de la vie embryonnaire. Cette machinerie épigénétique, une fois interrompue et tourne mal, elle peut être à l'origine de la naissance de plusieurs maladies, à savoir les cancers, l'infertilité, voire même la létalité embryonnaire précoce. Donc vous voyez ici cette interaction continue entre le génome et l'environnement, génome et facteur extérieur. Et là l'épigénétique elle vient comme une brèche entre l'inné et l'acquis. Donc si l'on considère que notre génome, notre trésor génétique comme étant un disque dur, l'épigénétique va être alors le logiciel qui code pour ces caractères. Donc l'épigénétique, on peut considérer que l'épigénétique est une extension de l'information génétique. Donc si on survole un peu l'historique, on a commencé à parler de l'épigénétique depuis les années 1945 avec Konrad Waddington. Donc vous voyez que c'est pas très nouveau, c'est très ancien. Scientifiquement parlant, l'épigénétique, c'est l'ensemble, c'est l'étude des modifications de l'expression des gènes qui sont mitotiquement héréditaires, ils se transmettent via les différentes générations et qui n'entraînent aucun changement au niveau de la séquence nucléotidique. Il existe plusieurs mécanismes épigénétiques, les plus importants, on trouve la méthylation de l'ADN. Il s'agit de l'ajout d'un groupement méthyle, le CH3, au niveau des sites CPG, au niveau des cytosines précédant une guanine, pour inactiver l'expression de certains gènes. On trouve aussi les modifications post-traductionnelles des histones, le remodelage de la chromatine ainsi que les micro-ARN, ce sont des ARN non codants. Voilà, tous ces mécanismes épigénétiques que je viens de citer exercent une sorte d'alternance entre on et off. Certains mécanismes peuvent activer l'expression des gènes, d'autres peuvent l'inhiber, et la machinerie cellulaire reste toujours en alternance entre off et on, entre exprimé et non exprimé, ouvert et fermé. Là, je vous donne un exemple qui illustre bien l'importance de la méthylation de l'ADN, c'est l'inactivation du chromosome X. Comme vous le savez, chez le sexe féminin, on trouve deux paires de chromosomes X, une paire d'origine maternelle et une paire d'origine paternelle. Cette présence de deux exemples de chromosomes X entraîne une double dose de protéines, ce qui engendre une intoxication au cours de la vie embryonnaire. Pour éviter cette intoxication, il est nécessaire d'inactiver l'un des deux exemplaires de chromosome X. Et c'est ça ce qui fait l'inactivation de chromosome X, appelé un mécanisme de récompense épigénétique. On trouve l'exemple qui illustre bien ce mécanisme, c'est l'exemple des chats calicots, les chats femelles calicots, qui présentent un pelage hétérogène, dû au fait que parfois on trouve le chromosome X d'origine paternelle qui est activé, et dans d'autres cellules c'est le chromosome d'origine maternelle qui est activé. Le chromosome qui contient le gène qui code pour la couleur de pelage chez les chats.
Donc, si on prend l'exemple de chromosome 3, donc c'est un chromosome qui contient plusieurs gènes, plus que 1066 gènes. Parmi ces gènes, on trouve le gène qui code pour la gréline et l'obestatine, deux protéines donc clés dans la régulation de notre appétit. En fait, la gréline, c'est une hormone donc, qui nous avertit que nous avons faim, alors que l'obestatine, au contraire, elle nous donne signal que nous avons donc plus faim et que nous avons suffisamment mangé. En fait, ces sensations donc de faim et plus faim donc nous paraissent donc si naturelles et nous les tenons comme pour acquises, alors qu'il est très important que notre organisme donc sache faire la différence entre faim et plus faim. Donc sinon, une fois l'équilibre entre gréline et obestatine il est interrompu, donc notre organisme tombe donc vers l'obésité ou au contraire vers l'anorexie. On peut aussi prendre donc l'exemple de chromosome 15 qui contient le gène RC2 qui code pour la couleur des yeux. Bien sûr, donc la couleur des yeux, elle est codée par des gènes et en fait, c'est des modifications épigénétiques. C'est sous l'influence donc de la température et des facteurs donc environnementaux et climatiques que la couleur des yeux donc change. C'est quoi en fait donc l'histoire donc le bleu donc dans l'histoire, donc comment peut-on avoir des yeux bleus, des yeux marrons, etc. Donc la différence réside donc seulement donc au niveau de changement d'une seule paire donc de base, c'est le changement de l'adénine par la guanine. Le chromosome sexuel XX. Alors d'après la science donc nous sommes tous donc faits pour être donc des féminins. Donc notre origine c'est tous des femmes, mais donc la différence c'est donc le sexe masculin apparaît quand c'est sous l'influence d'une protéine masculine appelée SRY. Le chromosome XY, donc la question d'être donc un homme ou une femme, c'est l'affaire d'angle. Donc macroscopiquement, les traits physiques, les traits donc phénotypiques observés donc nous permettent de distinguer entre hommes et femmes, mais à l'échelle moléculaire c'est beaucoup difficile que ça. Donc un simple changement d'angle peut être à l'origine donc d'une ambiguïté sexuelle. Les mécanismes épigénétiques sont très marqués aussi donc au cours de processus physiologiques de vieillissement. Cela donc a été remarqué surtout chez les jumeaux qui sont génétiquement identiques, mais en avançant dans l'âge, on remarque que l'un développe donc exprime l'apparition des rides, donc il exprime les différents signes de vieillissement, alors que l'autre qui présente le même background génétique, donc il ne présente pas les critères de vieillissement avec la même intensité, et d'où on parle de la dérive génétique. Donc, comme je vous ai déjà dit tout au début, que ces mécanismes épigénétiques, une fois interrompus, ils peuvent être à l'origine de l'apparition de certaines maladies, dont on peut citer l'exemple de cancer, qui est marqué donc par une hyperméthylation, surtout au niveau des gènes suppresseurs de tumeurs. On parle aussi donc souvent de diabète dans les modifications épigénétiques. Donc il est établi donc un lien étroit entre les mécanismes épigénétiques et l'apparition de diabète. En effet, un groupe de chercheurs donc scientifiques, ils ont étudié le niveau d'expression du gène PDX1. Donc c'est un gène qui code pour un facteur de transcription qui intervient dans l'expression du gène de l'insuline, donc l'hormone clé dans la régulation du métabolisme glucidique. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont remarqué que ce gène est moins exprimé chez les diabétiques par rapport aux non-diabétiques. Et de là, on peut conclure que la méthylation donc, peut inhiber l'expression de certains gènes impliqués dans la physiopathologie de la sécrétion d'insuline et qui peuvent être donc à l'origine de diabète. L'épigénétique donc intervient aussi dans l'état, donc dans la gestion de notre état d'âme, donc tout ce qui est vécu, nos expériences, nos émotions et nos actions, donc tout cela influence l'expression de nos gènes. Prenons l'exemple par exemple du chromosome 13, donc c'est un chromosome qui contient le gène qui code pour une hormone clé donc de notre joie et de notre donc extase, c'est la sérotonine. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on nomme le chromosome 13 le chromosome du 7e ciel. Il y a aussi donc le taxi donc de notre bonheur à l'intérieur de notre organisme. Donc c'est un gène qui code pour la protéine donc qui transporte la sérotonine à l'intérieur de tout notre organisme, donc et qui est nécessaire pour notre bonne humeur et notre état de joie et d'extase.
Donc l'intérêt de l'épigénétique réside en fait dans la conception de nouvelles molécules et de nouveaux drogues. On parle aujourd'hui d'épidrogues ou d'épimédicaments qui ouvrent une nouvelle piste thérapeutique vers la médecine personnalisée qui consiste à adapter donc pour chaque individu le traitement qui lui convient. Donc cette diapo résume donc les différentes interactions et modifications épigénétiques qui agissent sur le génome, donc sur notre génome et qui est donc transmissible au cours des générations. Je vous laisse donc découvrir la partie donc ADN et génome avec Dr Hedieh par la suite. Donc l'épigénétique confirme que tout est possible. We are the master of our gene. C'est à vous de jouer. Prenez soin de votre ADN. Et donc l'épigénétique est une sculpture de vivant. Voilà, donc vous êtes le chef d'orchestre d'une symphonie, co-auteur de votre vie, de votre santé et de votre bien-être. Alors, d'après que vous avez déjà vu ultérieurement, vous pouvez conclure facilement que l'épigénétique joue un rôle régulateur dans notre vie suite à son interaction avec notre environnement. Alors, au cours de cette partie de ce workshop, on va essayer de comprendre ensemble l'effet de l'environnement sur l'épigénétique et par la suite sur notre vie. Prenons le premier exemple, UV et cancer de la peau. Alors, un groupe de chercheurs, ils ont pris un groupe de souris de laboratoire et ils ont les exposés à une lumière UV. 16 semaines après, ils ont remarqué le début de commencement des clones tumorales cutanées chez les souris exposées. Alors, on connaît depuis une dizaine d'années que l'UV est capable d'induire des dommages directement au niveau de la molécule d'ADN, entraînant ainsi l'altération de certaines protéines et par la suite le développement de certaines maladies comme le cancer. Cependant, ce groupe de chercheurs, ils ont essayé de se focaliser plutôt sur la partie épigénétique, dont ils ont réussi à mettre en évidence que les rayons UV sont capables d'induire des modifications épigénétiques chez les souris exposées au niveau des régions codantes, telles que la région codante pour la protéine cycline dépendante kinase 4. Alors, normalement, le gène codant pour la CDK4, localisé au niveau du chromosome 12, il contient une région qui renferme des groupements méthyl, ce qui entraîne ou bien ce qui empêche la machinerie cellulaire de transcrire et de traduire cette région en une protéine. Cependant, lorsque la cellule est exposée à des rayons UVB, cette région, elle subit une déméthylation, c'est-à-dire enlèvement des groupements méthyl, ce qui va entraîner ou bien ce qui va favoriser la machinerie cellulaire à transcrire et traduire cette partie. D'où on a un excès en protéine CDK4 qui est impliqué dans le cycle cellulaire, d'où une multiplication cellulaire anormale et incontrôlée, favorisant l'apparition du cancer. Passons maintenant à notre deuxième exemple qui est la musique et le bien-être. Alors bien évidemment, on connaît tous que la musique, elle peut réguler notre équilibre énergétique, notre équilibre énergétique, physique et même psycho-émotionnel. Mais dans cette partie, on va essayer de comprendre les mécanismes moléculaires de cette régulation. Alors, des chercheurs, ils ont remarqué que après 2 heures de performance de la musique classique, il y en a une augmentation d'expression de certaines micro-ARN en faveur d'une diminution d'autres types de micro-ARN. Alors, ces micro-ARN, ce sont des molécules d'ARN qui ne seront pas traduites en protéines, mais plutôt qui vont s'interférer avec notre génome pour réguler l'expression d'autres régions codantes. Alors, ces micro-ARN, ils sont impliqués dans la régulation ou dans la favorisation de la mémorisation, de la fonction neuromotrice, de la plasticité neuronale. Elle favorise aussi la diminution de l'apoptose ou de mort cellulaire programmée, mais elles permettent aussi d'augmenter le taux de la dopamine, qui est une neurotransmetteur impliqué dans le plaisir et la motivation chez l'être humain.
Dans le même sens, d'autres groupes de chercheurs ils ont remarqué que la fréquence 528 Hz est comme étant une fréquence miraculeuse. En effet, elle est capable d'augmenter l'absorption de la molécule d'ADN au rayon UV, qui est un bon indicateur de la qualité de la molécule. Aussi, elle augmente la viabilité cellulaire via la diminution de la production de stress oxydatif. À partir de ces observations, on peut maintenant comprendre l'approche d'Ibn Sina par l'utilisation de la musique pour traiter certaines anomalies ou symptômes utilisés depuis le XIe siècle. Ainsi, nous pouvons dire que pour une maladie multifactorielle, les différents facteurs de risque liés à l'environnement ou génétique appartiennent à une chaîne plus ou moins longue des événements. Cela signifie que la maladie est causée souvent par un effet cumulé de ces différents éléments. C'est grâce au développement des nouvelles générations de séquençage qu'il devient possible d'interroger le génome humain avec des outils de plus en plus perfectionnés. L'accès au génome humain devient ainsi non seulement un outil de diagnostic des maladies rares, mais aussi un nouvel outil de prédiction. En effet, un vaste champ d'application médicale s'ouvre aux examens des caractéristiques génétiques. Il devient encore s'élargir dans les prochaines années grâce à la recherche menée sur le génome humain. Le principe de base de la médecine de prévention est de prévoir l'apparition de certaines maladies avant l'expression de leurs symptômes. Elle représente a priori une conduite tout à fait souhaitable. C'est ainsi qu'il devient possible d'envisager d'étendre les politiques de prévision depuis la prévention des handicaps à la naissance jusqu'à la prévention d'affections de l'adulte pour des maladies communes telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer, voire de vieillard comme l'Alzheimer. L'intérêt de la médecine de prévention s'est révélé important dans de nombreux domaines. Elle comporte dans un premier temps une évaluation d'un risque qui peut s'appliquer à la totalité de la population, à des groupes de sujets soumis à un même facteur de risque ou enfin à des familles ou individus avec des caractéristiques génétiques particulières. Ceci est maintenant possible grâce au diagnostic génétique qui permet entre autres d'anticiper la réponse d'un individu à un traitement donné. Il s'agit de la pharmacogénétique. Le diagnostic génétique permet aussi la mise en évidence de susceptibilité génétique d'un individu à développer une maladie qui peut être transmise à leur descendance. Ici, il est important de mentionner que la réflexion éthique n'est pas identique pour les trois situations. En effet, l'examen des caractéristiques génétiques touche non seulement l'individu dans sa nature biologique intime, mais aussi dans ses liens avec sa famille dans le futur, le passé et le présent. Le diagnostic génétique peut être asymptomatique. Il permet ainsi la mise en évidence chez un individu d'une anomalie avant que les manifestations cliniques soient exprimées. Il peut être réalisé dans la période prénatale, néonatale ou au cours de la vie. Par exemple, l'identification pathogène ou probablement pathogène d'une mutation dans le gène APC met le patient sous un risque élevé de développer la polypose rectocolique qui, à son tour, prédispose l'individu à un risque à l'ordre de 90% de développer le cancer colorectal. Ceci permet ainsi la mise en œuvre d'une surveillance préventive et des interventions curatives pré-symptomatiques. En conclusion, on peut dire que si on ne peut pas contrôler les facteurs génétiques, des mesures de prévention peuvent être appliquées à des facteurs extérieurs qui, alentour, interagissent avec les facteurs génétiques. La prévention peut se faire par une bonne hygiène de vie telle que par limiter les aliments riches en sucre ou en graisse saturée, en évitant l'excès de viande rouge et en pratiquant le sport et en consommant plus de fibres alimentaires.